Deuxième vidéo, donc sur le mariage. Maintenant, commençons à aborder la pièce en elle-même. Alors, il faut vraiment avoir en tête que en 1782-1784, quand les spectateurs découvrent le mariage de Figaro, le personnage est connu puisque 7-8 ans avant, il y a eu un grand succès du Barbier de Séville. Alors, Beaumarchais va extrêmement cadrer sa pièce, notamment avec de nombreuses pages par exemple, je vous la montre ici, alors vous ne pouvez pas lire bien évidemment, dans le Barbier, sur, par exemple, comment les personnages doivent être habillés. Si je prends Figaro, on vous dit Figaro, Barbier de Séville, en habit de majo espagnol, la tête couverte d'un resquille ou filet, chapeau blanc, ruban de couleur, autour de la forme, un fichu de soie attaché fort lâche à son cou, gilet et autre chose de satin, avec des boutons et boutonnières frangées d'argent, une grande ceinture de soie, les jarretières nouées avec des glands qui pendent sur chaque jambe, veste de couleur tranchante, à grand revers de la couleur du gilet, bas blanc et souliers gris. Donc, il nous dit entièrement, Beaumarchais nous dit entièrement la couleur des vêtements, jusque à l'écharpe qu'il doit porter autour du cou, la forme, la couleur, la mode, et il fait ça pour tous les personnages. Ça, c'est dans le Barbier. Et il va refaire la même chose dans le mariage, parce que si vous ouvrez le mariage, vous voyez caractère et habillement de la pièce, et ça dure, voilà, pendant 4 pages, durant lesquelles Beaumarchais cadre énormément. Finalement, c'est un auteur, si on devait appliquer un vocabulaire plus contemporain, qui joue déjà le rôle d'un metteur en scène. À l'époque, la notion de metteur en scène n'existe pas encore. Parce que Beaumarchais, qui aime bien l'argent, hein, on l'a vu dans la vidéo précédente, il a une idée, on va dire une idée de génie, à savoir qu'il va créer la société des auteurs, afin de toucher des droits d'auteur. Alors ça nous paraît totalement normal de nos jours, de toucher des droits d'auteur, hein, coucou Adopi, mais à l'époque ça n'existe pas. C'est-à-dire que vous écrivez une pièce, une troupe la joue, 5-10 ans passent, la troupe rejoue la pièce, vous, l'auteur, vous ne touchez pas d'argent dessus. Et ça, Beaumarchais, il ne cautionne pas. Donc, il va créer cette société des auteurs, parce que, par exemple, imaginons, quand on joue le mariage de Figaro dans les années 1780, eh ben, il y a des reprises du Barbier de Séville, et Beaumarchais trouve anormal de ne pas toucher d'argent sur ces reprises du Barbier de Séville. Voilà. Bon, de nos jours, ça serait tout à fait normal, la notion de droit d'auteur, mais à l'époque, c'est nouveau. Donc, Beaumarchais cadre énormément les tenues de ses comédiens. Il fait référence, alors je ne vais pas vous le lire parce que ça ne nous dit rien, mais il nous dit le rôle doit être joué comme l'a fait tel ou tel comédien. Voilà. C'est extrêmement cadré, c'est organisé. Alors il va même jusqu'à dire par exemple que le personnage de Chérubin, qui est un jeune garçon adolescent, devrait être joué par une jeune fille, parce que les garçons adolescents, Beaumarchais considère qu'ils n'ont pas la maturité intellectuelle pour pouvoir tenir le rôle. Voilà, donc il va jusqu'à penser à ce genre de choses, et ça dure pendant beaucoup de pages. Voilà, donc ça c'est pour le cadrage. Alors vous voyez, il va même jusqu'à parler de placement des acteurs. Hein. Pour faciliter les jeux du théâtre, on a eu l'attention d'écrire au commencement de chaque scène le nom des personnages dans l'ordre où le spectateur les voit. S'ils font quelques mouvements graves dans la scène, il est désigné par un nouvel ordre de noms écrit en marge. À l'instant qu'il arrive, il est important de conserver les bonnes positions
théâtrale, le relâchement dans la tradition donnée par les premiers acteurs ont produit bientôt un total dans le jeu des pièces qui finit par assimiler les troupes négligentes aux plus faibles comédiens de société. Qu'est-ce qu'on comprend à travers ce genre de remarques? Il se dit, si je confie ma pièce à une troupe et que les comédiens commencent à en faire un peu qu'à leur tête, au fur et à mesure, ma pièce va se déliter et au final, dans quelques années, avec une autre troupe qui a vu la pièce jouée par telle troupe, qui l'a vue jouée par telle troupe, au final, ça ne ressemblera plus du tout à ce que j'avais en tête. Donc, il essaye de cadrer énormément les choses. Voilà. Quand on se souvient, par exemple, dans Don Juan, la scène d'exposition que vous avez étudiée, il n'y a pas de didascalie. Voilà. Molière n'en a pas besoin, puisque Molière joue dedans. Et Molière a écrit la pièce. Donc, il est à la fois l'auteur, comédien, directeur de troupe. Donc, c'est du tout en un, c'est clair dans son esprit. Beaumarchais, lui, ne joue pas dans sa pièce. Voilà. Et la notion de metteur en scène, cet intermédiaire entre la pièce papier et la pièce physiquement incarnée sur scène, sur un plateau, n'est pas encore inventée. Voilà, ça va venir au siècle suivant. Donc, Beaumarchais, il est dans une sorte d'entre-deux, il va essayer de cadrer au maximum les choses afin que sa pièce ne lui échappe pas. Pourquoi? Tout simplement parce que y a des moments, les troupes de comédiens refusaient de jouer certaines scènes ou refusaient de prononcer telle ou telle réplique parce qu'ils trouvaient les mots indignes de leur statut ou pas assez, comment dire, classe, entre guillemets, pour eux. Voilà. Et Beaumarchais, lui, il écrit une œuvre et il ne souhaite pas qu'on y touche. Voilà. Bon. Donc, on ouvre le livre et on voit La folle journée ou le mariage de Figaro. Bien, donc, dès le titre, il n'y a pas trop de suspense. Dès le titre, on sait ce qui va se passer. On sait qu'on va avoir un mariage. Voilà. Alors, ça, c'est intéressant parce que vous savez que chez Molière, souvent, ça se termine par des mariages. Dans l'Avare, les enfants d'Harpagon vont se marier. Dans les Fourberies de Scapin, ils vont se marier également. Scapin, enfin, ils sont déjà mariés, mais Scapin arrange les mariages. Bon, Georges Dandin, c'est une histoire de mauvais mariage. Ici, on connaît déjà la fin. On sait qu'on doit assister à une journée avec une union, un mariage, et que ce mariage, c'est pas celui d'un noble, c'est le mariage d'un serviteur. Donc forcément, il va falloir que le suspense repose sur autre chose. Et le personnage de Figaro, on le connaît depuis Le Barbier de Séville, on sait que c'est un personnage plein de ressources intellectuelles, avec des talents divers, avec le don de toujours retomber sur ses pieds comme un chat, voilà, un don d'improvisation, une forme d'insolence qui tient tête à son maître. Donc, on se doute qu'il va y avoir des choses liées à ce mariage et des problèmes. Voilà. Donc, on a commencé la présentation de cette œuvre, je vais arrêter cette deuxième vidéo et puis ensuite nous allons commencer la lecture analytique, comme on dirait, de la scène d'exposition, l'acte 1, scène 1, dans une prochaine vidéo.